Prévenir, conseiller, agir avec les notaires du Dauphiné. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Tout droit. Aujourd'hui, on fête un anniversaire un peu spécial, celui des 60 ans de la copropriété. Et d'ailleurs, je suis ici dans un haut lieu de la copro grenobloise, au milieu des 3 tours. Dans les années 65, on n'avait pas l'ascenseur. Dans les années 80, il n'y avait pas de mail. Dans les années 2000, pas de visioconférence. Aujourd'hui, c'est des votes à distance, c'est plans pluriannuels de travaux qui sont évoqués. Alors où en est-on ? Concrètement, quels sont nos droits, nos devoirs, nos marges de manœuvre en tant que copropriétaire en 2025 ? On en parle tout de suite dans Tout droit. Et bienvenue dans Tout droit. Aujourd'hui, une nouvelle émission spéciale copro. C'est en effet les 60 ans de la loi du 10 juillet 65. Et on est très fiers de le dire, c'est quand même le professeur Giverdon qui a largement contribué à créer cette loi. Il était grenoblois. J'accueille toute la bande aujourd'hui, mais je me tourne d'abord vers Marie-Rose. Marie-Rose, t'es membre de conseil syndical. T'as accepté de venir aujourd'hui avec nos 4 pros quand même pour lutter pieds à pied avec tout ce qu'ils vont nous dire. Et on te remercie tout particulièrement. Merci à toi. Et bien sûr, notaires, avocats, profs de fac, administrateurs de biens, ils sont tous partis. Et on attaque immédiatement par un sujet lourd, les assemblées générales en copro. Alors Alain, tu es administrateur de biens, je me tourne tout de suite vers toi. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Tu vas nous expliquer un petit peu comment ça se passe aujourd'hui au niveau des votes en copro. C'est quoi les systèmes de vote, la visio, le présentiel, comment ça se passe ? Très simplement, la loi du 10 juillet 65 prévoyait 2 types de votes, soit la présence du copropriétaire en assemblée générale, soit il a la possibilité de remettre un pouvoir à la personne de son choix. Okay. La personne de son choix n'étant pas forcément un copropriétaire. Depuis le Covid, il y a une évolution substantielle, c'est-à-dire que tout copropriétaire peut voter par l'intermédiaire d'un formulaire de vote par correspondance qui transmet au syndic 3 jours avant la tenue de l'Assemblée générale. Le remplissage du formulaire fait que le copropriétaire est considéré comme présent, même s'il n'est pas là physiquement. Enfin, dernière évolution importante de l'Assemblée générale, il y a la possibilité aujourd'hui de tenir une Assemblée générale par visioconférence. Ah oui, donc c'est là que ça se complique. Ça se complique un petit peu, en sachant qu'il y a des prérequis, c'est-à-dire que l'Assemblée générale doit voter au préalable la possibilité de tenue de cette Assemblée générale par visioconférence, et le système retenu doit évidemment pouvoir identifier clairement le copropriétaire qui est présent. Alors Marie-Rose, toi, dans ta copro, est-ce que tu sens que c'est compliqué ces nouveaux systèmes de vote ? Parce qu'en fait, tout est superposé. Comment ça fonctionne ? C'est difficile ou pas ? Non, au contraire. Ouais, tu trouves que ça simplifie les choses, toi ? On remarque quand même une participation accrue ? Accrue. Parce que finalement, c'est plus simple pour les gens de ne pas se déplacer, en fait. Tout à fait. Plus de votes. C'est l'effet Covid. Même les gens qui habitent loin ou au niveau des contraintes horaires, du coup, on se rend compte que les votes sont quand même là. Et du coup, pas de report d'AG. Donc, c'est vrai que c'est... Et l'erreur, alors à tous, l'erreur qu'on peut voir dans l'organisation des AG, est-ce que vous, à vos niveaux, en tant que pro, il y a des choses qui peuvent bugger ? C'est quoi les choses les plus difficiles qu'on peut rencontrer sur l'organe ? Alors là, vraiment, la grosse erreur qu'on rencontre le plus souvent, c'est l'ordre du jour, qui est incomplet. Ah oui, qu'on doit modifier sur place, en fait. Ça, c'est galère. Et du coup, les résolutions ne sont pas forcément votées. Alors justement, David, toi, avocat, c'est quoi les recours que tu vois le plus souvent au niveau des AG ? Alors, on voit plein de recours parce que la loi, elle est extrêmement dense. Elle s'est densifiée depuis 1965. Il y a de plus en plus d'exigences qui ont été posées, notamment au syndic. Et tout copropriétaire, enfin, presque tous les copropriétaires peuvent agir en nudité de l'Assemblée générale. C'est vraiment réservé aux copropriétaires. C'est-à-dire que le locataire n'a pas le droit, le syndic n'a pas le droit, le prestataire n'a pas le droit. Et certains copropriétaires seulement, copropriétaires qui ne sont pas là, les absents, qui peuvent attaquer l'Assemblée générale. D'accord, ceux qui étaient là, ils peuvent pas agir. Ils peuvent pas. Enfin, ils peuvent. Attendez. Les copropriétaires absents peuvent et les copropriétaires opposants le peuvent aussi. C'est-à-dire que s'ils sont opposés à une résolution de l'Assemblée générale et qu'ils ne sont pas d'accord avec cette résolution-là, ils peuvent l'attaquer. Si j'ai dit oui, c'est définitif. Je reviens pas sur mon oui. C'est définitif. Okay. Et alors c'est... Petite précision, je peux dire oui, mais la résolution a été rejetée, donc je suis opposant, donc je peux contester. Ah oui, ça devient quand même compliqué. Et la magie du truc, c'est que lorsque l'Assemblée générale est notifiée, il y a un délai de 2 mois qui court.
pour attaquer devant le tribunal judiciaire. Si ce délai de 2 mois, il est purgé, ça purge également toutes les irrégularités. C'est-à-dire que si vous avez une assemblée générale qui est complètement nulle, parce que le syndic a convoqué en respectant pas, par exemple, le délai de 21 jours, les pouvoirs ont été distribués de façon un peu erratique, les majorités n'ont pas été respectées, au bout de 2 mois, c'est terminé, ça a forte chose de voter. Alors, pour toi, oui ou non, est-ce qu'il y a plus de sécurité juridique aujourd'hui qu'il y a 20 ans ? C'est un peu le débat sur la sécurité juridique. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ceux qui disent il y a plus de règles, donc il y a plus de sécurité. Ouais. Et puis il y en a d'autres qui disent plus il y a de règles, plus on a de chances de se planter. D'accord. Et plus on a de chances de planter, moins il y a de sécurité parce qu'il y a plus de procès. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'on a de plus en plus de contentieux. Enfin, je pense que les administrateurs de biens qui sont là et les copropriétaires le savent. On a énormément de contentieux en droit de la copropriété. Donc on comprend bien en fait, l'AG est devenu plus moderne, plus accessible, mais c'est vrai que si on ne respecte pas les règles, on peut se retrouver avec des décisions fragiles, voire annulées. Alors on a parlé des décisions, maintenant on va voir ce qui se cache derrière ces décisions, et c'est très souvent les travaux. En effet, on l'entend, en copro, je fais ce que je veux. C'est pas tout à fait vrai en copropriété. Arnaud, tu es notaire. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de travaux, par exemple une clim en façade, si on ferme un balcon, on abat une cloison, comment ça se passe ? Alors, par principe, dans une copropriété, c'est vrai que tout ce qui va toucher à la structure et tout ce qui va toucher à l'aspect extérieur de l'immeuble va être considéré comme relevant de la compétence de l'Assemblée générale. Donc, à partir du moment où j'installe une clim, je modifie l'aspect extérieur de la copropriété. Dans l'absolu, il faut bien sûr obtenir l'accord de l'Assemblée générale des copropriétaires. Ça va être pareil si je décide de faire tomber un mur qui plus est, enfin un mur porteur, en tout cas un mur qui participe à la structure du bâtiment. Une cloison séparative, non porteuse. Une cloison non porteuse, il faut juste faire attention dans les vieux immeubles, puisque des éléments qui n'étaient pas porteurs dans la conception du bâtiment peuvent le devenir, justement parce que celui du dessus s'est amusé à modifier des trucs, et où, alors si c'est juste une plaque de placo, elle ne le sera pas. Mais comment je fais pour me sécuriser avec ça ? Je demande à un archi, je fais quoi ? Alors ça peut être de demander à un archi, ça peut être de faire preuve d'un peu de bon sens, et ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on reprochera jamais à un copropriétaire d'être allé demander ou d'avoir signalé à la copropriété son intention de faire des travaux. Principe de précaution. Alors voilà. Maintenant, pour revenir sur le sujet des climatisations par exemple, c'est vrai que on ne va pas se mentir, dans les ventes qu'on peut rencontrer, rares sont les hypothèses dans les dossiers dans lesquels il y a eu une demande préalable du copropriétaire pour installer sa climatisation. Une demande initiale et voilà, derrière. Sans demander. Alors du coup, la bonne pratique qui se développe de plus en plus, mais là, tu me corrigeras si je me trompe, c'est de demander à l'Assemblée générale de se prononcer sur un cahier des charges, où on va définir que ça ne doit pas être visible depuis l'aspect extérieur. Donc les clims, elles sont au ras du balcon. On va définir des décibels, en tout cas un cahier des charges techniques pour identifier ce qui est acceptable du point de vue de nuisance que ça peut causer. Et une fois que cette Assemblée générale, elle s'est prononcée, tous les copropriétaires peuvent y aller avec leur installation sans devoir remettre ça sur la table. Alors Arnaud, le copropriétaire qui veut s'assurer qu'il ne va pas faire une bêtise avant de faire ses travaux, il peut t'appeler, il peut demander un conseil à son notaire, à qui il demande ? Alors, au syndic à mon avis, il peut demander à son notaire, il peut demander bien évidemment au syndic de la copropriété qui sera, je pense, peut-être le plus à même d'apporter la réponse. Le notaire aura la réponse d'un point de vue juridique, mais... Il peut demander à l'avocat aussi. Voilà, non, mais bien sûr, il peut demander à son avocat. Non, mais après, voilà, je pense que de tous les professionnels qui sont autour de la table, c'est peut-être le syndic qui sera le plus désigné pour apporter ce type de réponse. En plus, ça peut se faire rapidement. Alors David, quand les travaux... Bien sûr, vas-y Frédéric. Je vais compléter parce qu'effectivement, il y a le droit de la copropriété, mais dès qu'on touche à l'aspect extérieur du bâtiment, il ne faut pas non plus oublier les démarches auprès de la commune par rapport aux autorisations administratives. Et je pense que dans les dossiers de vente, tu vois également cette difficulté. Ça se voit beaucoup. Alors après, c'est vrai qu'on va être plus ou moins regardant. En fait, il faut être pragmatique. Voilà. Une clim sur une façade où il y a 30 clims, même s'il n'y a pas de cahier des charges, déjà le bien n'est pas invendable. On peut le vendre. On a tout à fait le droit de vendre un bien qui n'est pas régulier, qui a fait l'objet de travaux qui n'ont pas été déclarés. Le tout, c'est que l'acquéreur ait conscience. En revanche, là où on sera quand même plus regardant, c'est celui qui a fermé son balcon pour se faire un salon d'hiver. Là, déjà, la modification, elle passe un peu moins inaperçue. Et puis après, ça a beaucoup plus de répercussions, puisqu'il a créé de la surface
de plancher, donc du point de vue de l'urbanisme, il peut être plus embêté. Normalement, il a augmenté la valeur relative de son lot, du point de vue de la loi Carrez, des métrages. Il a augmenté sa surface, donc ça peut impliquer des recalculs de tantième. Enfin, Alors, si je peux rebondir sur ce point, effectivement, recalcul de tantième, mais de nouveau, nécessité de revenir devant les copropriétaires, parce qu'à partir du moment où on augmente la surface habitable, eh bien... Et oui, on crée des millièmes. On crée des millièmes. Bien sûr. Donc, on utilise ce que l'on appelle un droit accessoire aux parties communes, donc il faut une autorisation à l'Assemblée générale, et pas juste à la majorité 25, mais 26, donc une majorité beaucoup plus lourde. Alors, 2 questions justement à David et Alain. David, quel est le contentieux qui pourrait exister suite à ça? Et Alain, j'aimerais que tu nous dises après comment ça se passe au niveau des prix de vente, par exemple. Comment on fait pour vendre un bien qui fait l'objet d'un contentieux? Dès qu'un copropriétaire fait les travaux sans autorisation, il risque de tomber sous les fourches du magistrat. Ouais, on les aime pas, les fourches du magistrat. On les aime pas. On est d'accord. On peut les aimer si on est du côté du syndicat des copropriétaires et qu'on engage l'action contre le copropriétaire. C'est le syndicat qui va agir en général. Un copropriétaire peut le faire aussi, s'il estime que le règlement de copropriété et la loi de 65 ont été violés. Le syndicat saisit le juge, qui est le juge des référés. Le juge des référés, c'est le juge un peu plus rapide que le juge classique, qui va faire cesser le trouble, qui va qualifier de manifestement illicite. C'est-à-dire, en gros, je suis copropriétaire, j'ai besoin d'une autorisation parce que je mets une clim en façade, je fais le pas, le syndicat des copropriétaires m'assigne et me demande à peine d'astreinte, c'est-à-dire à peine de pénalité, de démolir, de remettre en l'état, et je risque éventuellement des dommages et intérêts, et puis payer les frais de justice. Avec une action qui est beaucoup plus rapide, je le disais, qu'une action classique en unité d'assemblée générale dont on a parlé il y a un instant. C'est une action qui va durer entre 3 et 6 mois pour avoir une ordonnance. C'est assez rapide à l'échelle de la justice. Oui, c'est vrai. Alors Alain, toi, t'en dis quoi sur le prix, sur la facilité de vendre un bien qui fait l'objet d'un recours comme ça? Évidemment, à partir du moment où il y a un recours, une procédure, ça complexifie évidemment les opérations de vente. Ce n'est pas impossible, bien évidemment. Il faut juste que ce soit bien connu. Et on a ce qu'on appelle, nous, l'état daté, que l'on transmet au notaire dans le cadre d'une vente pour informer à la fois de la situation financière, mais également de la situation juridique. J'ai eu un cas très précis il n'y a pas très, très longtemps. Un copropriétaire avait remplacé une fenêtre en ne respectant pas l'architecture de l'immeuble. Dans le cadre de la vente, il était prévu que ce soit le vendeur qui en assumera les conséquences. Et c'est le vendeur qui est intervenu 2 ans après la vente pour remplacer la fenêtre, pour remettre en état initial. D'où l'importance de l'état daté. D'où l'importance des ADT. On dit souvent, aux agents immobiliers, que ça coûte cher. Ça coûte cher. On dit souvent que ça coûte cher, mais en fait, c'est une source de responsabilité énorme. C'est-à-dire que dans l'état daté, si le syndic que tu es ne met pas l'existence d'une procédure, par exemple, en cours, ou l'existence d'une difficulté sur une partie commune, des travaux sur partie commune. Donc le syndic peut engager sa responsabilité. Et à ce prix-là, 380 € TTC. TTC, c'est pas si cher que ça, finalement. Merci pour cette intervention sur les travaux. Dis-nous, Arnaud. Précision peut-être, il ne faut peut-être pas que les téléspectateurs s'inquiètent dès qu'ils ont besoin de changer une fenêtre, parce que si on est sur une façade qui est classée, effectivement, la question sera un petit peu plus importante, mais dans l'absolu, c'est vrai que un remplacement... Si c'est à l'identique. À l'identique, voilà. Ok, merci à tous. Alors, on va très rapidement faire un vrai-faux sur la copro et les travaux. Évidemment, si vous nous rejoignez dans tout droit, restez avec nous, c'est les 60 ans de la copro. Plume est là, elle écoute tout, elle a l'air endormie, mais non, en réalité, elle suit bien. Donc c'est parti pour le vrai-faux spécial copro. Je vais vous demander de répondre en une phrase très courte. Et tout de suite, Frédéric, est-ce que je peux installer une borne de recharge pour ma voiture électrique dans le parking sans passer par l'AG ? Alors, je ne vais pas être en mesure de respecter les consignes parce que c'est plus compliqué que juste vrai-faux. Alors, oui, mais ça dépend. Oui, mais. Voilà, c'est plutôt oui, mais. D'ailleurs, c'est souvent la bonne réponse pour un juriste. Tout dépend effectivement du point de savoir déjà quelle est la nature de l'emplacement de stationnement sur lequel on veut installer cette borne de recharge. S'il s'agit d'un stationnement individuel, individuel ou collectif, il suffit d'en informer, donc pour schématiser, je vais rester simple, sans trop développer, d'en informer le syndic par lettre recommandée avec avis de réception qui dispose de 3 mois pour éventuellement s'y opposer s'il existe des motifs légitimes. Alors parmi ces motifs légitimes, eh bien, on a l'hypothèse dans laquelle le syndicat de copropriété a décidé
ou est sur le point de décider de la mise en place d'un système donc, de recharge collectif. Donc dans ce cas, ça peut être un motif d'opposition du syndic pour la mise en place d'un système qui serait propre à un copropriétaire. Ok. Si par contre... Alors on va vite Frédéric, parce que oui, c'est trop long. Attention. Voilà. Si c'est un emplacement de stationnement qui ne correspond qu'à un droit de jouissance sur partie commune, là, c'est forcément un accord de la copropriété. Voilà, merci pour ta réponse. Marie-Rose, je me tourne vers toi. Si je voulais installer une caméra devant ma porte d'appartement pour surveiller les allées, venues, etc., est-ce que j'ai le droit? Alors, oui. T'as déjà eu le cas? On t'a demandé? Pas librement, non. Pas librement? On n'a jamais eu le cas, ouais. Mais pas librement. Donc, pareil, je rejoins un petit peu Frédéric. C'est-à-dire qu'il y a quand même des procédures à respecter. Il faut un accord général des copropriétaires. Voilà. La caméra ne doit pas être... elle visionne que les parties communes. Ouais, d'accord. Pas l'entrée d'un appartement. Oui, on comprend bien. Voilà. Donc okay. Oui, mais pas librement. David, à ton tour, est-ce que je peux transformer mon appartement en location courte durée type touristique sans demander l'avis de la copro? Alors aujourd'hui, globalement, oui. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant très longtemps, la Cour de cassation a dit Airbnb, c'est une activité commerciale. Ce qui interdisait donc de faire une activité commerciale dans un appartement, puisque usage d'habitation. Aujourd'hui, la Cour de cassation dit l'inverse. Elle dit que c'est une activité qui est civile, donc oui, mais toujours avec la même réserve. On fait ce que l'on veut chez soi, dans une double limite, ce que prévoit et ce que peut interdire le règlement de copropriété, et dans le respect du droit des autres, la liberté des uns, etc. Voilà. La suite. La grande maxime. Mais globalement, oui. Ok, merci. Alain, alors on l'a déjà un petit peu évoqué, mais du coup, si je veux installer une clim sur mon balcon, est-ce que je peux le faire sans l'accord des copropriétaires? Clairement, non. Il faut un vote en assemblée générale, ça modifie l'esthétique. On doit percer le mur de la copropriété qui appartient dans partie commune. Un trou dans la façade. Il y a l'évacuation des condensats. Après, comme on l'a évoqué, le plus simple, c'est de faire un cahier des charges qui s'applique à tout le monde. Arnaud, si j'ai deux lots mitoyens, côte à côte ou l'un au-dessus de l'autre, est-ce que je peux faire un trou, casser le mur porteur ou casser le plafond ou le plancher pour les réunir? C'est formidable, je me fais un duplex, un super loft. Ouais, alors ça peut être très joli, mais... Oui, mais non. Non, en fait, effectivement, ça peut être un peu dangereux. D'une part, parce que on va toucher manifestement à des éléments de structure porteuse. Et à partir de là, il faut bien sûr l'accord de la copropriété. Il faudra peut-être faire venir un bureau d'études structure pour s'assurer qu'on ne va pas fragiliser le bâtiment. Et donc non, obligatoirement en passant par une copropriété, dès lors qu'il s'agit de toucher à des éléments porteurs en réunissant de l'eau. Merci à l'équipe pour ce vrai-faux. Donc on le voit, en copropriété, évidemment, on n'achète pas que des mètres carrés, mais on achète aussi des règles. On va tout de suite passer aux troubles de voisinage. La team Tout Droit, si vous nous suivez, restez avec nous, puisqu'on aborde quand même un sujet qui est un petit peu sensible. Les talons à 2h du mat, le chien qui aboie, les odeurs de barbecue dans tous les appartements. Oula, David, à partir de quand est-ce qu'on peut dire juridiquement qu'on est face à un trouble anormal de voisinage en copro? T'as vu, Plume, elle aboie pas, elle. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a des critères. C'est la magie du législateur lorsqu'il utilise ces petits mots, là, troubles anormaux. Oui, c'est ça. Anormal, bonne qu'est-ce que ça veut mauvaise dire? foi, équité, ça veut rien dire. Enfin, ça veut rien dire et tout dire. Ça, en réalité, ça permet au législateur de dire, ça fait marrer le prof de droit. Ça permet au fait au législateur de dire, toi magistrat, tu vas choisir quels sont les critères. Avant que le législateur s'empare de la notion, c'est d'abord la jurisprudence qui a développé. Eh oui. C'est les inconvénients. Il faut que ça dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Alors peut-être, Frédéric, tu peux nous expliquer pour nos auditeurs ce qu'est la jurisprudence, parce que parfois c'est une notion qui n'est pas évidente. Oui, la jurisprudence, c'est tout simplement une phrase courte. Donc les positions dominantes des cours supérieures dans chaque ordre de juridiction. Merci beaucoup. David, on te redonne la parole. Il faut que ça dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Ouais. Ça ne veut pas dire grand-chose non plus, mais... le magistrat, il va utiliser différents critères, la répétition, l'intensité, à quelle heure. On peut comprendre par exemple que celui qui va vouloir, mon voisin qui veut apprendre la batterie et qui est en plus insomniaque. Voilà, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Ou le danseur de claquettes. Et c'est compliqué à gérer parce que la copropriété, c'est une collectivité. La vie en copropriété, c'est une vie en collectivité. Il faut accepter un certain nombre d'inconvénients qui sont liés au fait que j'ai un voisin au-dessus, en dessous, à côté. Etc. David, Frédéric, vous avez des exemples à nous citer de jurisprudence un peu marrante quand même, des trucs un peu fun qui ont été jugés Moi, j'ai eu le danseur de claquettes. Ah, t'as eu le danseur D'accord. J'ai eu le danseur de claquettes.
Ok. Qui était insomniaque aussi. Ouais. Pas de bol. Non, mais c'est vrai que les exemples classiques, ce sont effectivement les jeunes locataires, on va dire, qui reçoivent à toute heure du jour et de la nuit. Et voilà, Mais on a aussi l'exemple des locations Airbnb, dont on parlait tout à l'heure, qui sont une source de contentieux de plus en plus importante, parce qu'effectivement, ça génère des nuisances, ça génère du passage. Là aussi, à toute heure du jour et de la nuit. Et donc, il a pu être jugé que la location d'un lot de copropriété, donc dans le cas d'un meublé de tourisme, donc dit location Airbnb, était effectivement source de nuisance, donc pouvant donner lieu non seulement à l'action du syndicat, mais aussi à l'action de n'importe quel copropriétaire. Toi, Marie-Rose, t'en as dans ta copro? Il y a des problèmes qui ont déjà eu lieu? Oui, on a eu... Et vous avez réussi à les régler par le dialogue? Oui. Donc globalement, il y a quand même moyen, avant de faire une action, d'essayer de discuter pour on arrive encore à calmer le jeu. à l'amiable. Il y a eu un cas célèbre à Grenoble, place Victor Hugo. Raconte. Un trouble de voisinage qui s'est transformé en gros sinistre. Des étudiants d'une école de commerce bien connue, dernier étage, avaient installé une piscine gonflable sur le balcon. D'accord. Donc non seulement la fête, etc. Puis à un moment, la piscine s'est percée. Voilà, donc l'immeuble a été entièrement refait. Ah oui, d'accord. Et là, il y a eu une action? Comment ça oui, là, c'est une action. Ça s'est terminé par les compagnies d'assurance. C'est resté au niveau des assurances qu'on a indemnisées. Là, on est au-dessus du trouble. Mais c'est un trouble de voisinage qui a débouché après sur un autre sinistre. On a aussi le classique de la machine à laver qui est mal réglée, enfin en tout cas qui est mal calée. Ouais. Et le bruit du tambour. Oui. Et comme en général, parfois les gens le font la nuit, parce que les heures creuses. Voilà. Et c'est la magie des heures creuses. Arnaud, tu as déjà vu des problèmes de vente liés à ça? C'est-à-dire, quand on vend, est-ce qu'on doit déclarer à son acquéreur qu'il y a des troubles de voisinage? Alors, oui, on doit déclarer. Il y a un principe en droit général des contrats qui est celui de la bonne foi contractuelle et de l'obligation de délivrer toute information qui, pour son co-contractant, peut avoir une incidence déterminante sur son consentement. Le devoir d'information. Donc oui, si jamais on a eu un différend qui a nécessité l'arbitrage du syndic de copropriété, là, effectivement, il faut le signaler. En revanche, on a le droit de ne pas s'entendre avec son voisin. On a le droit, sans forcément que ça nécessite une information particulière dans le cadre d'une vente immobilière. C'est vraiment, de mon point de vue, lorsque l'on considère soit que la nuisance excédait ce que peut être le trouble tiens, par exemple, j'ai un psychopathe qui vit à côté de chez moi et qui, tous les jours, quand je sors de chez moi, m'agresse avec un couteau. Voilà, c'est ça. On est d'accord, ça. Il faut quand même que je le dise. On est bien d'accord. En revanche... En général, on ne le dit pas justement pour vendre. Et sauf que là, il peut y avoir toujours le même problème. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est une question de preuve. C'est comment est-ce que l'acquéreur va être capable de démontrer que son vendeur avait connaissance de cette situation. C'est pour ça que je disais, si jamais il y a eu un arbitrage de la copropriété, le vendeur est mal, parce que dans ce cas-là, il est évident qu'il avait connaissance lorsqu'il a vendu de cette situation et qu'il l'a dissimulé. Alors, on fait quoi pour les preuves? Comment on fait? En général, c'est extrêmement compliqué de démontrer le trouble de voisinage, parce que c'est souvent des petites choses répétées, des incivilités, par exemple. Voilà, c'est ça qui est... Un voisin qui tape à votre porte à chaque fois qu'il passe, etc. Donc c'est très compliqué de saisir le juge, parce que vous avez compris que le juge, il ne va pas statuer sur votre bonne mine, il a besoin d'éléments. Et les éléments, c'est des plaintes quand il y en a, des mains courantes, des attestations, des constats d'huissier. Mais le constat d'huissier... Il faut qu'il vienne au bon moment. Il faut faire venir l'huissier, le commissaire de justice au bon moment. Donc c'est extrêmement compliqué de saisir le juge. Et puis le juge, il statue, il va arbitrer au moment où il statue. Si le trouble a cessé, il ne peut pas statuer. Donc c'est très compliqué. Donc d'où l'importance du dialogue, de la conciliation, de la médiation, en plus c'est à la mode, avant de saisir littéralement le juge. Ça se voit peu. Alors merci pour vos interventions. On le voit quand même, la copro, c'est pas seulement gérer les conflits, mais c'est aussi préparer l'avenir. Et notamment les transitions énergétiques. On entend parler aujourd'hui DPE, diagnostic de performance énergétique, passoire énergétique, plan pluriannuel de travaux. Pour beaucoup de copropriétaires, ça veut dire surtout combien je vais devoir payer, à quelle sauce financière je vais être mangé. Alors Frédéric, je me tourne vers toi. En 60 ans, qu'est-ce qui a le plus changé en fait dans la façon dont on regarde la copro? Est-ce que c'est une simple boîte à vivre ou désormais une boîte à rénover? Alors effectivement, la réglementation applicable aux copropriétés a donc évolué de manière drastique depuis donc 1965. Au départ, c'était effectivement plus une réglementation qui permettait
de régir les rapports entre propriétaires de différents étages. Voilà. Et donc de pouvoir déterminer qui devait supporter la charge des travaux de l'escalier quand il n'y avait pas encore d'ascenseur, etc. Et puis petit à petit, face à l'interventionnisme législatif, mais même en amont de cette intervention législative, on a vu les copropriétés proposer la mise en place de travaux, la réalisation de travaux pour améliorer la performance énergétique. Donc le cap, c'est 2021 avec la loi climat. En fait, on peut dire que le législateur, finalement, a fait de la copro un acteur de la transition énergétique. Tout à fait. Et le syndic est effectivement en première ligne à cet égard, puisque il est devenu un relais de la puissance publique d'une part, et puis effectivement des intérêts à la fois sociétaux, économiques et on va dire même presque politiques. Donc effectivement, la copropriété peut être regardée aujourd'hui comme un acteur. Arnaud, pour un vendeur aujourd'hui, le DPE, l'état de la copropriété en matière de travaux, est-ce que c'est un sujet central au moment de la vente ? Oui. C'est quelque chose dont il faut vraiment discuter. Oui. Alors, le DPE va être établi sur la partie... alors, il y a un DPE collectif qui existe, qu'on voit de plus en plus, mais peut-être que quand tu parlais du DPE, tu parlais du diagnostic propre au logement. Oui. Il est indispensable parce que je crois que c'est le seul diagnostic que les banques demandent aujourd'hui dans le cadre de l'instruction d'une demande de financement. Il est primordial également parce qu'il a des incidences directes sur la possibilité de mettre en location un bien, puisque la location de passoire énergétique est strictement encadrée. Donc c'est vraiment un sujet. Donc ça c'est vraiment un sujet. Après, il y a également le sujet des diagnostics de la copropriété. Donc tu le diras mieux que moi, mais il y a deux types de diagnostics. Il y a un état des lieux qui est le diagnostic technique global, qui est vraiment une situation actuelle du bâtiment et qui peut comporter un volet DPE collectif. Et ensuite, qu'on voit rarement quand même pour les anciennes copro. Qu'on voit rarement, mais qui devrait être fait aujourd'hui. Voilà, qui va se voir de plus en plus. Et ensuite, il y a le plan pluriannuel travaux qui, lui, est un document prospectif qui vise à envisager pour l'avenir comment est-ce qu'on améliore. Et donc, oui, c'est clairement des éléments qui sont pris en compte dans la négociation et dans le cadre d'une vente immobilière, puisque ça permet à l'acheteur de savoir ce qui a été fait et surtout, qu'est-ce qu'il faudra prévoir à l'avenir comme travaux. Alors, pour la team tout droit qui nous suit, le plan pluriannuel de travaux, ça peut aussi se résumer en PPT. Et en soirée, ça fait toujours très classe d'évoquer ça. Et les gens vous disent qu'est-ce que c'est, etc. Alors Alain, dis-nous tout de suite, est-ce que tu as déjà vu des compromis de vente ou des promesses de vente dont le prix a été renégocié à cause d'un gros plan de travaux qui devrait arriver dans la copro ? Clairement. Clairement, ça Aujourd'hui, comme disait Arnaud, le DPE est un élément central, alors, ou collectif ou individuel, parce qu'on a le législateur qui interdit aujourd'hui de louer des appartements dans les grandes passoires énergétiques. Donc forcément, tout ça va entrer dans la négociation. Alors on a un nouveau DPE, une amélioration du DPE qui s'appelle le DPE projeté aujourd'hui, qui arrive, et qui peut vous dire, si tu mets 1 500 € de travaux dans la réfection de ce mur-là, ta note, elle va passer de F à E. Donc là, ça a un intérêt. Et donc là, on peut vraiment quantifier les travaux nécessaires pour remettre le bien sur le marché. Marie-Rose, toi, c'est quelque chose qui te rassure en tant que membre d'un conseil syndical, copropriétaire? Ça, c'est intéressant pour toi? Oui, en tant que membre, oui. Parce que tu te dis, on va gagner sur la note plus lointaine. Voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau des copropriétaires, ils sont inquiets. Parce que pour toi, tu le vois, ils réagissent pas très bien quand plan pluriannuel, dépenses. Égale dépenses. Non, voilà, les travaux ne sont pas obligatoires tout de suite. Alors que la copropriété, je pense, est l'échelon pertinent pour envisager tout ça. Parce que souvent, quand on a un DPE individuel, aujourd'hui, dans 9 DPE sur 10, dans une copropriété, on a préconisation du diagnostiqueur, faire une isolation par l'extérieur. Sauf qu'en fait, on ne peut pas le décider tout seul. Ça passe forcément par la copropriété. Donc, il faudrait plus systématiquement développer les DPE collectifs et envisager les travaux à l'échelon de la copropriété, puisque seul un copropriétaire ne peut rien faire pour améliorer sur ces aspects-là. D'accord avec ça, on mutualise. Avec des belles actions en responsabilité éventuelles contre les syndicats de copropriétaires, en ce qui ne votent pas les travaux. Parce que lorsqu'on a un copropriétaire qui ne peut pas louer, parce que son DPE lui dit isolation par l'extérieur, que la copropriété ne fait pas le job. L'objet du syndicat de la collectivité, c'est de conserver, c'est de gérer les parties communes, mais c'est également aujourd'hui de les améliorer.
Donc, donc tu vas plus loin, là. Non, on l'a pas encore vu, c'est assez controversé. Mais effectivement, depuis la loi Elan, il y a cette obligation donc, pour le syndicat d'améliorer, pas uniquement d'entretenir les parties communes. Et la question de l'engagement de la responsabilité du syndicat est très controversée en doctrine. Attendez, que je comprenne. Juste, je reviens là. Donc ça veut dire, je suis copropriétaire. Je veux rénover mon appartement. Je ne peux pas le faire seul. La copro doit le faire pour que ça fonctionne. Si vous êtes copropriétaire, vous pouvez très bien rénover les parties privées, enfin tout ce qui concerne. Oui, mais sur les parties communes, tu peux changer absolument tes fenêtres pas. À l'identique, voilà, pour mettre du double vitrage, mais l'isolation par l'extérieur, la pompe à chaleur. Voilà. Et là, je pourrais, moi, mettre en jeu la responsabilité du syndicat, c'est-à-dire de tous les copropriétaires réunis. Alors, en théorie, oui, dans la mesure où ça constitue une faute, puisque pour qu'il y ait mise en cause de la responsabilité. Ça peut être considéré comme une faute, en fait. Non. Ce qui peut être considéré comme une faute, c'est ce qui ne respecte pas ce que prévoit la loi. Or, la loi prévoit l'obligation donc, pour le syndic de faire voter donc d'abord le fameux 3PT, pour revenir aux acronymes, donc le projet donc, de plan pluriannuel de travaux, alors en fonction de la date à laquelle le bâtiment a été construit et puis du nombre de lots. Et donc, rien n'oblige le syndicat des copropriétaires de voter d'abord le fameux 3PT, puis ensuite, s'il voter le plan de travaux et les travaux correspondants. C'est vraiment 3 étapes. Mais Frédéric, on arrive à des problématiques énormes. C'est-à-dire que le copropriétaire, aujourd'hui, le législateur lui interdit de louer parce qu'il est en G. Il propose des travaux, le syndicat le refuse. Donc, en fait, il a une perte de jouissance énorme. Inversement, on a déjà eu un cas où un immeuble a été entièrement rénové énergétiquement, mais lui, le propriétaire, il avait racheté la loge, comme ça se fait souvent, bâtiment sur cour au fond à droite. Eh bien, malgré l'amélioration du bâtiment, lui, sa note, elle n'a pas changé. Et il ne peut pas louer. Il a payé les travaux et sa note ne s'est pas améliorée. Donc, c'est pas un gage de certitude. Non. OK. Eh bien, écoutez, merci à tous. Donc, on voit bien, aujourd'hui, la copropriété, elle ne se contente plus d'entretenir les cages des celliers. Elle doit aussi se préparer à des enjeux de long terme, et notamment énergétiques. On arrive à la fin de cette émission. Avant de la refermer, je voudrais quand même signaler que le 31 mars 2026, se tiennent les assises de la copropriété que j'aurai la chance et l'honneur d'animer. Vous serez tous présents sur scène. Ce sera une journée entière dédiée à la location en copro sous toutes ses formes. Marie-Rose, t'es bien entendu invitée. On se fera un plaisir de te voir assister à la journée. Ça va être extrêmement intéressant. On aura plein de choses à dire. Aujourd'hui, je vous signale également que donc, toutes les infos sur ces assises sont retrouvables en ligne sur le site des assises que vous allez voir s'afficher à l'écran. Donc n'hésitez pas à réserver votre place. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 24 novembre. On rappelle également le sujet de la prochaine émission. Donc, on va parler donation. On approche de Noël. Donation, philanthropie. On en profite pour vous remercier tous. Vraiment, la bande, vous avez été formidable. Merci pour votre présence. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est pas fini. Parce qu'on va quand même maintenant amener le gâteau spécial copro. Il arrive, le voilà. Et attention, happy birthday. Puisque 38 à table. Ouais, on l'applaudit. Lucie, c'est trop forte. Regardez-la. Regardez ce gâteau de dingue. On va le mettre au milieu. On va allumer les petits cierges. Regarde ça. 38 à table s'invite aujourd'hui sur le plateau tout droit. Ça marche pas. Si, ça va marcher. Regarde, tranquillement. Tiens, regarde, on va le piquer dedans. Lucille, je le sais, je suis témoin, a bossé toute la nuit. Enfin, j'ai pas été témoin avec elle toute la nuit, mais quand même, t'as assuré. J'avais cru que c'était incroyable. Les 3 tours dans 60 ans, en fait. Je n'ai pas compris. Non, si on laisse... Regardez-moi ça. Ouais. Vous voyez, on a démarré avec les 3 tours. Ça tenait encore à peu près ce matin. Non, mais c'est très bien. Je pense qu'on va pouvoir découper des lots de copro. Combien de millièmes vous voulez chacun là? On va faire une copropriété en volume. Voilà, on pourrait peut-être mettre une petite ligne quelque part. On n'a pas de balcon, donc là on va percer la façade, ça sera peut-être compliqué. En tout cas, merci à tous. Bravo, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe. Merci. Joyeux anniversaire. C'était génial. Merci encore. Allez, super. Bonne fin de journée.